Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau podcast Zéphyr. Aujourd'hui, nous avons un épisode échange que nous allons faire avec Laurence Aguelaire-Hainaut. Laurence qui est de nationalité franco-suisse et elle est très reliée à Paris, sa ville d'origine. Elle a été enseignante et chercheuse universitaire en linguistique avant de se reconvertir dans la médiation culturelle et sur la place de Zurich. Maintenant, elle s'investit beaucoup auprès de l'association Aux Arts, etc. et aussi au sein de l'Alliance française de Zurich. Et je donnerai plus d'informations sur l'organisation Aux Arts, etc. en fin de podcast. Laurence se consacre régulièrement à certains projets de la chaire EPFZ et du Romanisches Seminar. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Cabane d'Abel Quentin. Ce livre a notamment été présenté lors d'un des débats Les livres qu'on aime, organisé justement par l'association culturelle francophone zurichoise Aux Arts, etc. Les livres qu'on aime, une rencontre trimestrielle qu'ils et elles organisent. Et c'est ce qui nous a permis en fait avec Laurence de discuter de ce livre ensemble, puis de décider d'en faire un podcast. Laurence a été qualifiée par ses étudiants et étudiantes de débatteuse à l'enthousiasme littéraire débordant. Et sur ce, je vous invite à rejoindre ma discussion avec Laurence. Bonjour Laurence et bienvenue dans ce podcast que nous allons consacrer ensemble sur le livre Cabane d'Abel Quentin. Bonjour Zélie, d'abord merci de m'inviter, je suis très flattée. Merci aussi à Ursula Beller qui finalement, je crois, co-organise ce podcast. Merci beaucoup Laurence, ravie de t'accueillir ici. Donc je vais commencer par faire un petit résumé très bref du roman, comme ça oui. Tout le monde sait de ce dont on parle. Voilà, donc Cabane de Abel Quentin, publié en août 2024. Nous sommes à Berkeley, sur le campus universitaire, au début des années 1970, dans le département de dynamique des systèmes. Et 4 jeunes chercheurs et chercheuses mettent les dernières touches au rapport qui va changer leur vie. Et c'est ce fameux rapport Meadows, que vous connaissez peut-être, de 1972, qui est le rapport pionnier sur les limites physiques de la croissance économique dans un monde fini. Et donc les résultats de ces chercheurs et chercheuses qui se sont faits sur les premiers ordinateurs, l'ordinateur qu'ils appellent gros bébé dans ce roman, sont sans appel. Et c'est si la croissance industrielle et démographique ne ralentit pas, le monde tel qu'on le connaît s'effondrera au cours du XXIe siècle. Et là, c'est un peu un choc pour ces chercheurs. Et donc au sein de l'équipe, chacun réagit selon son tempérament. Il y a le couple d'Américains, donc Mildred et Eugène Dundee, qui vont, eux, monter sur le ring, aller faire des conférences, qui ont l'espoir d'alerter l'opinion publique politique. Le Français Paul Querriot, qui, lui, songe plutôt à sa carrière et rêve de vivre vite, tombe dans un déni, et qui est plutôt attiré par l'argent. Et finalement, nous avons l'énigmatique Johannes Gutzon, le Norvégien, qui est surdoué en maths, et lui, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et certains disent qu'il est un peu devenu fou, suite à ces nouvelles tragiques, de la recherche. Et donc le roman reflète différents visages, différents comportements que nous adoptons aussi aujourd'hui dans notre société en pleine crise écologique. Et donc Cabane est le récit polyphonique de l'alerte d'une catastrophe imminente qui aujourd'hui nous guette de plus près que jamais. Et il s'agit aussi d'une traque d'un journaliste qui veut retrouver ce fameux Johannes Gutzon si énigmatique. Et finalement aussi la triste constatation d'une humanité qui danse au bord de l'abîme. Donc voici un bref résumé. Et ma première question pour toi, Laurence, qui est très large mais importante. Comment as-tu trouvé le livre de manière générale ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a moins plu et pourquoi ? Le livre m'a plu. Autrement, je crois que je ne serais pas là à faire le podcast. Je m'arrêterai plutôt sur le positif parce que le livre a beaucoup de qualités. On verra qu'il a peut-être un défaut aussi. C'est le récit d'une dépossession collective, c'est-à-dire que ces jeunes chercheurs, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est en rapport avec le présent, comment se sentent les chercheurs actuels, ceux qui découvrent encore que les choses vont mal, qui viennent même nous informer,
et qui se retrouve devant l'indifférence ou qui voit que rien ne change. Hein. Donc je trouve que c'est aussi un très bon côté du roman, ça nous rapproche d'une situation actuelle. Donc ces chercheurs ont l'œuvre de leur vie et voilà, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc il y a une reconstruction individuelle et chacun prend des chemins opposés. J'ai trouvé ça assez astucieux. Les scientifiques sont présentés à tour de rôle, je dirais avec une véritable plume, parfois malicieuse, et ils sont très humains. C'est un récit qui est à hauteur d'homme. C'est-à-dire que même les personnages qui relèvent un peu d'archétypes, hein, puisque là on veut présenter finalement les attitudes qu'on peut prendre maintenant aussi, c'est un récit qui met en scène l'homme, le psyché, les tourments, les failles, les intrigues, l'orgueil, les mesquineries, qui sont indissociables finalement du travail et puis les préjugés, les ambitions. Tous les sentiments exacerbés sont très bien mis en scène et ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un très bon roman pour ça. C'est un récit vraiment foisonnant, d'une grande maîtrise. La deuxième chose, c'est la plume. Il a une plume ironique, il écrit bien. C'est un beau texte aussi. Il a beaucoup un pouvoir d'évocation grâce à son écriture. Et puis, enfin, plus le roman avance, et c'est peut-être là qu'on va arriver au défaut, il se teint de réflexions philosophiques, de plus en plus, qui résonnent avec notre temps, et elles sont bien menées parce qu'il n'est pas militant, il n'y a pas de pensée militante. Mais d'un autre côté, et il ne se réfugie pas dans l'idéalisme non plus, il est plein de nuances, mais d'un autre côté, le texte s'essouffle, hein, c'est évident. À la fin, il s'essouffle parce qu'il rentre dans une sorte de labyrinthe. On a l'impression qu'Abel Quentin a voulu trop en dire. Il fait des tas de digressions sur des tas de théories et à la fin, même avec des interprétations un peu ésotériques, et moi en tout cas, je m'y suis un peu perdue. Je trouvais que ça devenait décousu. Et ça, c'était dommage. Enfin, j'ai trouvé que c'était regrettable. Mais à la fin, ça se rattrape, parce que le journaliste, quand même, rattrape un peu les choses. Et puis, l'ironie revient. Et là, ce maelstrom d'idées, finalement, se retrouve, se regroupe. Hein, donc, ça va. Mais c'est peut-être le défaut du livre. Ceci dit, je l'admire quand même beaucoup. On pense à des textes comme ceux d'Alison Lurie, de David Lodge, Houellebecq. Ce sont des textes quand même de réflexion, avec leurs défauts, quelquefois leurs gros défauts. Mais des textes de réflexion, donc positifs. Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, en effet, on se perd et je me suis demandé si on ne devenait pas un peu fou aussi dans la tête de ce Johannes qui c'est Johannes devient qui très nous dogmatique. Perd, hein. C'est lui, naturellement, qui se perd, puis qui nous perd. D'un autre côté, on apprend des choses. Oui. Hein. Oui. Moi, j'ai appris des choses, j'ai quand même fait des recherches, j'ai dit, pareil. Quesaco. Oui. Ok, super. Et donc, comme on a déjà dit, ce livre dépeint différentes façons de réagir à la crise écologique, transposant les attitudes sur les personnages du roman. Oui. Donc, il y a vraiment un aller-retour entre la situation de l'époque et la situation d'aujourd'hui, qui résonne pour le lecteur et la lectrice. Et nous avons donc le couple des Américains qui, eux, veulent convaincre la société de leurs trouvailles. Ils sont assez optimistes quant à une réaction sociétale, s'activent dans la vulgarisation scientifique, les relations publiques, etc. Nous avons le Français qui développe une sorte de déni. Il est attiré par l'argent, comme je l'ai mentionné. Il préfère nier le problème. Et il va même reprendre l'entreprise de son père. Oui. Et partir un peu dans du greenwashing, vraiment à l'encontre totale, en fait, de ses recherches. Il va même être réemployé par Elf et puis leur servir, en fait. Donc voilà. C'est un traître, hein, quelque part, à la fin. Exactement. Oui, totalement. Et nous avons ensuite Johannes qui, lui, pour moi, représente une sorte de réaction d'éco-anxiété qu'on appellerait peut-être aujourd'hui très forte, sidération totale. Il développe un système de valeurs très exclusif noir-blanc, qui n'est pas forcément, je pense, la meilleure option de nos jours pour être solidaire. Il devient misanthrope, presque. Oui. Et il tombe dans un dogmatisme et presque une attitude un peu sectaire. Il a un bon terrain aussi, hein, parce que finalement, c'est un peu un génie. Et comme beaucoup de génies, il y a quelque chose de fou dans le génie. Oui. Donc, voilà pourquoi ça dérape chez lui, certainement plus que chez les autres. Oui, en effet. Dès le début du livre, on le voit comme un peu bizarre. Hein, quand même. Oui, c'est vrai, en retrait. Et donc, moi, j'ai trouvé très difficile de trouver une lecture un peu morale, en fait, comme lectrice de ce roman. Je cherchais un peu un chemin, une solution. Mais à travers ces vies présentées... pour moi, ça a beaucoup présenté de l'engagement vain, de l'angoisse obsessionnelle, de la folie un peu justifiée, finalement, par la situation. Et est-ce que
Tu as eu la même lecture ou est-ce que tu as trouvé entre les lignes un comportement proposé par l'auteur qui se voit plus adapté en fait pour, disons, pour tenir le coup déjà et peut-être pour résoudre un peu la crise climatique? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est un peu peut-être aussi le défaut d'ailleurs de beaucoup de choses qui s'écrivent. C'est qu'on nous met devant un constat glaçant de ce qu'il ne faut pas faire. On nous met aussi devant notre situation, c'est-à-dire que personne n'est vraiment innocent. Hein. On utilise tous les machines, les transports. On a des milliards de gestes de consommation, même si on ne veut pas vraiment les avoir. On est pris dans ce maelstrom. Et donc, en fait, on détruit même la civilisation, et beaucoup de livres finalement soulignent ça. Même si on est animé par la meilleure volonté du monde, on essaye de survivre, on essaye de pas trop nuire, mais finalement on s'en tire pas si bien que ça. Et quelque part, il y a un moment, je me souviens vaguement, bon, c'est pas une citation absolue, mais que Mildred Dundee, donc qui est la chercheuse américaine, dit en fait, on fait un crime collectif, c'est un monde sans diable. C'est-à-dire très angoissant, presque aussi angoissant qu'un monde sans Dieu. J'avais trouvé ça une phrase extraordinaire et très anxiogène, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs d'un certain poison. Alors, d'accord, mais oui, mais après, hein, je suis d'accord avec toi. Alors, je crois qu'il y a quand même un semblant de réponse, en tout cas une voie que Abel Quentin essaie d'ouvrir avec le journaliste. Celui qui va chercher aussi une forme de solution. En tout cas, il espère qu'il y a une solution. Et il véhicule des valeurs applicables, peut-être vagues, mais applicables. C'est que finalement, on doit se regrouper, en tout cas, entre gens, il les appelle les obsessionnels, les gens qui gardent un espoir, qui, peut-être avec cette idée que c'est toujours ce qu'on n'attend pas que la vie va nous réserver. Il va bien se passer quelque chose. Il faut continuer à être solidaire. Il faut continuer à mettre notre petite goutte là sur le feu comme le colibri. Il faut être tolérant. Il faut essayer de nuire le moins possible. Même garder son sens de l'humour pour résister, comme tu l'as dit. Et croire. Et surtout pas désespérer. Et ça, je crois que c'est la valeur de base du livre. Et elle n'est pas plus mauvaise qu'autre chose parce que quand même, on marche un peu dans le flou. Et c'est quand même une forme de valeur, d'attitude qu'on peut avoir. Oui, et donc tu as directement rebondi pour la question suivante, donc le travail du journaliste. Mm-hmm. Donc on a une voix qui apparaît dans ce roman, celle de Rudy, le journaliste, qui s'apparente à celle de l'auteur probablement, qui tente de mieux comprendre justement ce Johannes. Mm-hmm. Et ce Rudy va prendre connaissance de beaucoup de nouvelles thématiques, beaucoup de courants, notamment d'éthique environnementale, comme l'écologie profonde arnénesque, dont je vais parler également dans un podcast d'ailleurs. Oui, ça m'intéressera, parce que c'est ce genre de choses où on a du mal à suivre. Oui. Ça sera un podcast un peu théorique. Et malgré toutes ces connaissances, et vraiment, il est conscient de la situation, il ne change pas grand-chose. On a une citation au bout d'un moment où il va dire « mais finalement, je n'ai rien changé » ou quelque chose comme ça. Donc on voit une forme d'impuissance, mais je suis d'accord avec toi quand même qu'il propose vraiment un appel à la solidarité universelle et à une sorte de lutte sociale et écologique qui vont de pair. Et malgré nos dissonances cognitives, et ça c'est très beau je trouve, car souvent on se sent mal de nos propres dissonances, mais il les accepte, comme tu as dit, c'est à hauteur d'homme, chaque personnage a ses défauts, et je trouve qu'il reflète assez bien que ce n'est pas le monsieur tout le monde qui doit faire le plus grand changement, mais être solidaire, appeler à une certaine lutte, et avoir l'espoir aussi un jour que les politiques répondent, car je trouve, on le voit aussi un peu dans le roman, que aux conférences, les politiques sont là, mais on voit qu'ils écoutent les nouvelles des chercheurs, des chercheuses, mais on sent qu'ils ne vont pas réagir. Oui. Et je trouve qu'il faisait aussi un appel, un souhait d'un retour à une nature humaine véritable, sans artifice, simple. Un retour à la nature comme sujet et non comme décor. Il y a eu quelques lignes assez belles quand même. Oui, il y a de très belles... Oui, c'est vrai, tu as raison, ça c'est à signaler. Il y a quand même de très, très beaux passages sur la nature, sur la force que donne la nature, la force qu'on a à vivre dans la nature. C'est d'ailleurs le seul moment où on a l'impression que le chercheur norvégien, celui qui va devenir fou, va peut-être s'en sortir quand il va dans sa cabane. Enfin, on va revenir, je pense, Oui. Donc, maintenant, nous arrivons à cette cabane, qui est donc le titre du roman, qui est aussi la cabane de Gudson, le Norvégien, qui parfois est apparente à une prison mentale. Il y a aussi d'autres références à
à la cellule pénitentiaire d'un certain Kaczynski. Pour ceux qui ne le savent pas, nous parlons ici de Theodore Kaczynski, un terroriste américain qui était mathématicien de formation et qui est devenu un activiste anarcho-écologiste et qui défendait des idées contre le progrès, contre une société qui serait prise par le progrès, une civilisation technologique qui s'éloignerait de l'humanité et de la liberté humaine. Et donc il y a un parallèle dans le roman entre Johannes Gutzon, le mathématicien surdoué qui va devenir fou, et avoir des idées très misanthropes avec ce terroriste qui, au nom de l'écologie, aurait également commis des crimes terroristes. Des actions que nous condamnons évidemment et qui sont également condamnées dans le roman d'Abel Quentin. Que penses-tu de ce titre? Comment l'as-tu lu? Comment l'as-tu interprété? Là, c'est un peu la colle, je dois dire, parce que effectivement, d'un côté, on voit très bien qu'il y a une cabane positive, c'est de se réfugier dans une sorte de cabane mentale, c'est pas fuir, mais s'isoler pour vivre sans compromis et surtout essayer de retrouver son intégrité radicale et peut-être en solidarité avec d'autres. Alors ça, oui, c'est là. Ça fait écho à d'autres cabanes philosophiques, comme celle de Thoreau, qui s'est retiré à Walden et pour rédiger sa critique de la société moderne et se confronter à l'essentiel, finalement, de la vie. Et là, je dois dire que si on pense à Thoreau, si on pense à cette cabane mentale, on a un titre, justement, qui serait une sorte de réponse. Puis on parlait tout à l'heure de « est-ce qu'il y a une réponse dans ce livre quelque part ?» Donc pour Thoreau, c'était sûr, c'était pour mieux agir, c'est mieux réfléchir, puis mieux agir, puis trouver peut-être des attitudes, et même celle de la désobéissance civile, c'est-à-dire peut-être ne pas faire tout ce qui est prescrit. Alors ça, c'est pas dit dans ce roman, mais c'est peut-être en filigrane quand même. Alors d'accord, mais tu as raison, il y a aussi quelque chose d'assez négatif dans la cabane, et là, moi, j'ai pas bien compris pourquoi, d'ailleurs, mais effectivement, cette cabane plus matérielle, qui est celle finalement qui va vous étouffer, celle où on pense s'isoler, se réfugier, et puis qui finalement vous nuit et va conduire même le Norvégien, le chercheur norvégien, à la folie, parce qu'il ne va pas s'y retrouver du tout, et on va le chasser même de sa cabane, ce qui est très dur aussi, parce qu'il gêne, parce qu'il a une attitude écologique trop prononcée. Donc voilà, c'est un titre encore un petit peu comme tout le livre, qui est un peu à double tranchant. Si on peut dire. Oui, je trouve. Oui. À l'intermédiaire entre, retrouver la nature, mais pas non plus s'isoler en tant que misanthrope. Oui. Et puis, comme l'illustration du livre, qui représente donc, ce beau tableau de Hopper, il y en a un qui lit sur la couverture du livre, les autres qui bronzent. C'est-à-dire, il y en a bien un qui lit, mais il ne fait que lire. Les autres, ils ignorent. C'est assez triste par rapport finalement... Je mettrai une image de la couverture en image du podcast. Oui, parce qu'elle laisse aussi le gros point d'interrogation de l'inaction. Et qui bronze au soleil. On sent le soleil brûlant sur cette image. C'est vraiment une belle image, oui. Permettez-moi de vous interrompre à nouveau, mais en réécoutant ce podcast, je ne peux m'empêcher de penser à la cabane narrative développée par Michel Petit, une anthropologue française spécialisée dans les pratiques de lecture. Et donc Michel Petit utilise cette métaphore pour illustrer comment la lecture permet aux individus, notamment aux enfants et aux adolescents, de se construire un espace symbolique de protection et de reconstruction intérieure. Et dans ses travaux, elle a notamment exploré comment les livres offrent un refuge, une cabane imaginaire, où les lecteurs et les lectrices peuvent se retrouver, se reconstruire, donner du sens à leur expérience personnelle et en particulier dans des contextes de crise ou de vulnérabilité. Donc comprenez, il est difficile de ne pas penser à cette cabane narrative lorsque nous avons ce roman qui nous parle de la crise écologique, du stress que cela cause pour les jeunes générations, et donc pourquoi pas comprendre également le titre comme une invitation à la lecture, au langage poétique, pour trouver de nouvelles solutions à la crise écologique, une nouvelle reconstruction individuelle, mais aussi collective. Maintenant, j'aimerais arriver sur le sujet du langage, car ce roman parle à plusieurs reprises de différents langages, et donc il porte une sorte de réflexion métalinguistique, je trouve,
L'auteur y évoque le langage mathématique et scientifique, des très beaux passages sur le rôle du scientifique, qui est parfois aussi décrit comme celui du scribe. Mais il le différencie aussi du langage poétique, qu'il définit comme nécessaire à un certain moment. Le langage poétique des hommes, qui est le langage plus naturel, disons aussi des hommes avec un grand H. Et que peut-on en tirer concernant l'usage du langage, cette caractéristique unique aux êtres humains au sein de la situation écologique, et surtout en pensant qu'à travers ce roman, c'est ce qu'il fait, Abel Quentin, c'est qu'il utilise un langage poétique. Est-ce que tu as eu quelques réflexions aussi sur cette thématique du langage ? Oui, bien sûr, parce que c'est dans le roman. Alors, bon, en tant qu'ancienne linguiste, bon, le langage, c'est juste la capacité à communiquer. Les linguistes distinguent, mais Abel Quentin ne le fait pas. Hein. Il utilise un peu un mot pour l'autre. C'est pas non plus très important, mais c'est quand même peut-être mieux pour répondre à ta question. Langage, donc capacité à communiquer. Puis après, cette communication, elle utilise plusieurs systèmes, des langues. Alors, il y a la langue mathématique, comme il y aura la langue poétique. Ce sont les deux, surtout, dont il parle, effectivement. Et il n'a pas tellement confiance dans la langue mathématique. D'ailleurs, puisque celui qui l'utilise le plus, ça ne lui réussira pas forcément bien. Hein. C'est la langue des initiés. Elle s'appuie sur des faits, bien sûr, des expérimentations. Mais tous ces faits peuvent se contredire. On peut aussi faire des erreurs d'interprétation et on peut les manipuler. D'ailleurs, qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est qu'on revient à cette idée que ce rapport Meadows, qui est ici le rapport 21 dans le roman, il a vu quand même beaucoup de succès, hein, c'est exactement conforme à l'historique, je ne sais combien de millions d'exemplaires, traduits en 35 langues, et il a été détruit. Pourquoi a-t-il échoué ? Parce qu'il y a eu en 92 cette tribune signée par 4000 scientifiques, dont 72 prix Nobel, qui s'appelait l'appel d'Heidelberg, et qui a dénoncé l'alarmisme irrationnel des écolos. Donc, et après, on a su que c'était orchestré par l'industrie de l'amiante et du tabac. Hein, donc voilà, et c'est ça qui a cassé aussi le succès et le suivi de ce rapport. Et quand on en parle, moi j'ai fait un petit peu un test, on en parle à d'autres personnes et on leur dit, oui, moi je vais faire un podcast, je suis très contente, et je vais parler de ce livre, et c'est sur, en fait, ça met en scène le rapport Meadows, et tous me disent, oh ben oui, mais c'était drôlement trompé. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant dans les croyances populaires générales, c'est que ce rapport était erroné, tellement il a été bien détruit par des scientifiques. Tu imagines ? Alors, à partir de là, la langue mathématique, il prouve bien, Abel Quentin, qu'elle n'est pas fiable. Qu'est-ce qui est beaucoup plus fiable pour lui en tant que littéraire ? Eh bien, c'est la parole individuelle, le ressenti de chacun, l'intuition juste, qui, elle, va être plus vague, mais immuable et souvent beaucoup plus exacte. Et d'ailleurs, il y a un moment, il dit, les cadres de Berkeley avaient assemblé péniblement des tas de statistiques, mais le poète, lui, il a une vision fulgurante. Hein. J'ai trouvé ça très beau comme façon de l'exprimer. Alors, tu as un autre podcast là sur ton site que je recommande, c'est celui de Salomé Perret, c'est très intéressant. Et elle aussi, elle parle de ces imaginaires collectifs, de ces alternatives poétiques qui sont nécessaires. Et je crois que je pense ne pas me tromper en disant qu'Abel Quentin est dans la même ligne, hein, l'utilité du récit, de la littérature, qui imprègne, qui déclenche les émotions et qui va permettre d'agir autrement, finalement. Oui, donc, des histoires qui touchent. Qui touchent, et c'est ça peut-être la langue, finalement, dont il parle, et qui serait la langue à utiliser en situation écologique, en fait. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas lié au fait de faire du scandale, pas du tout. Mais un journaliste d'analyse, quand même, il va convaincre en montrant comment agissent certaines choses, certaines personnes. Puis alors, on revient à l'acte individuel nécessaire qui va être montré... et aussi à Thoreau, dont je parlais tout à l'heure, parce que Thoreau, qu'est-ce qu'il croyait finalement ? Il disait, arrêtons de discuter et tout, donnons des exemples, parce qu'on ne croit que ce qu'on voit et ce qu'on peut toucher. Donc, la personne qui va montrer et qui va raconter et qui va ajouter ses émotions, elle va faire certainement avancer les choses beaucoup mieux que des tas de calculs secs, finalement. Oui. Et je pense que c'est ça qu'on peut parler de langage, qu'on peut appeler un langage écologique. Oui, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Ces narrations qui nous montrent les alternatives ou qui font résonner les thématiques différemment, à travers aussi des
des exemples individuels qu'on a, les personnages, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce podcast, parce que je pense que c'est ça que tu vends aussi un petit peu. Hein. On essaye. Qu'on essaye, voilà. Et c'est pas de l'émotion, comme ça. Non. C'est intéressant que tu aies parlé un peu de l'histoire de ce rapport. Oui. Car pour moi, ce livre, il va réanimer en fait ce rapport qui a été un peu oublié, ou en tout cas pour ma génération peu connu. Moi, je le connais parce que j'ai fait sciences de l'environnement, donc on l'a vu dans la partie historique. Mais ce qui m'intéresse, ce serait d'entendre de ta part comment tu as reçu cette œuvre, étant donné que tu as un horizon beaucoup plus large que le mien par rapport à cette histoire. Moi, je suis née dans une période où la crise climatique est omniprésente. Enfin, disons, elle est devenue depuis, je ne sais pas, après un tiers de ma vie, c'était un sujet connu, on en parlait en classe, etc. C'est devenu un sujet urgent que je ressens personnellement tous les jours à travers les études que je fais. Et donc, je voulais savoir un peu comment toi, tu as lu ce roman, comment ça t'a rappelé certains épisodes de ta vie, de ta jeunesse, etc. Oui, là, c'est une question qui me plaît bien parce qu'en fait... j'ai trouvé le livre extrêmement fidèle à l'atmosphère. Il l'a traduit très très bien. Il y avait effectivement 3 groupes. Il y avait les inconscients. Et pourquoi ils étaient inconscients ? Souvent, comme Quérillot, comme ce personnage français, et ça je l'ai vécu, on était inconscients parce que moi, par exemple, mon cas, mes parents m'ont eu assez tard, donc pour eux, ils avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc la suite, c'était la suite de la reconstruction, mais c'était formidable. On était enfin sortis de l'horreur, on avait un pays qui fonctionnait. Et on ne se voyait pas le danger venir. Et on était encore dans cette joie d'être sorti de l'horreur, quelque part. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un contexte historique que je trouve assez important. Et puis alors, il y avait le deuxième groupe, il y en avait. Et parce que tout était politique. Dans les années 75, que j'ai vécu à l'université, tout était politique. J'avais un copain qui me disait, même faire l'amour, c'est politique. La façon dont tu fais l'amour, c'est politique. D'accord. Mais tout était politique, excessivement. Mais eux voyaient bien qu'il y avait quelque chose à reconstruire. Simplement, ils se sont dirigés vers des solutions communautaires communistes qui ont été reprises par des dictatures. Donc, effectivement, l'idée a dérapé. Puis, alors, le troisième groupe, c'est toute la mouvance hippie. Et là aussi, il la met bien en place parce que ce n'était pas seulement Love and Peace, c'était Love, Peace and Pleasure. Hein. Et cette mouvance, j'ai connu des amis qui s'y sont vraiment impliqués totalement. En fait, eux avaient compris. Et eux, ils étaient conscients. Ils étaient, dans le fond, dans tout à fait la bonne ligne du retour à la nature, du fait qu'ils voyaient que tout était maladivement surproductif. Et ils le refusaient. Mais, il ne faut pas oublier encore, beaucoup d'entre eux, ça a commencé aux États-Unis, beaucoup d'entre eux, ils ont été pris dans la guerre du Vietnam. Pour que les soldats avancent, on les droguait. Ils sont revenus, une grande partie d'entre eux, drogués. Ils ont contaminé le mouvement aussi, puis avec la drogue. Et ça, on ne voit pas souvent ce rapport, mais je trouve qu'il est important parce qu'il a nui à ce mouvement. Et quand je suis retournée, moi, une fois aux États-Unis, vers les années 80, je voulais voir où était Woodstock, puis on m'a dit « Ah ben non, ils sont tous morts ». Ça m'a fait un effet extraordinairement triste. Et je me suis dit, effectivement, ces gens-là, ils ont laissé leur peau, ou alors ils sont allés dans des communes à plus ou moins végétées. Bon, ils sont... Alors, donc ça, c'est assez bien mis en place, parce qu'on voit bien aussi, quand ils peignent ce mouvement, ils étaient idéalistes, mais ils survivaient mal, en définitive. Il n'y avait pas de solution non plus. Hein. Donc, ma génération, oui, Alors, moi, j'appartenais malheureusement plutôt au premier groupe, hein, j'ai honte de le dire, mais j'étais absolument inconsciente totalement. J'ai appris, je suis devenue consciente, voilà, peu à peu, et maintenant, je le suis extrêmement... au point que, justement, je me suis reconstruit. Si je me reconvertis dans la médiation culturelle, je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut absolument faire passer dans la discussion. Bon, moi, mon rôle sur Terre, ça a été de savoir écrire et parler. Donc, j'essaye de le mettre au service d'une cause de valeur, de le faire sans bénévolement, parce que j'estime que, justement, je peux me passer d'être payée. Donc, de le faire dans ce sens. Et d'ajouter ma petite goutte d'eau sur le feu, essayer de l'éteindre un peu. Et alors là, je reviens sur ce qu'on disait, de recréer un groupe de gens qui veulent agir, qui veulent faire quelque chose dans l'action selon leur capacité, leur place dans la société, quoi. Et une chose qui m'a plu énormément dans le livre, que j'ai trouvé très bien mise en scène, encore par Mildred Dundee, je trouve qu'il lui fait dire des choses très importantes, c'est que dans les années 70-80, pour moi plutôt, enfin, peut-être plus, mais c'est pareil, c'était quand même la même mouvance, les opinions étaient rarement indissociables les unes des autres. Il y avait une forme de cohérence. On appartenait à un groupe qui pensait comme ça, ou à un autre.
Par exemple, si on militait contre la guerre du Vietnam, mais au Canada, il y avait beaucoup qui voulaient pas y aller, qui se réfugiaient au Canada, ou pour l'avortement, on était aussi pour le droit des homosexuels, voilà, tout ça c'était connecté. Alors qu'actuellement, les gens se fabriquent un peu des édifices maisons, et quelquefois je comprends pas. Et elle disait, là justement, cette nouvelle dit, par exemple, mon fils, il vote pour Donald Trump, mais il est pour une agriculture solidaire et sociale. Alors là, elle dit, voilà, et ça, je trouve que c'est très bien vu. Oui. C'est un changement. On choisit les valeurs personnellement qui nous correspondent et on est moins dans des mouvances de pensée. Oui. Non, c'est vrai. Et c'est très bien vu dans le livre. Oui, beaucoup de choses à dire sur ce roman. Ah oui, mais en parlant de roman, dans les questions que je pose tout le temps à la fin du podcast, quel livre parlant de nature ou d'environnement conseillerais-tu à notre audience et pourquoi? Donc un livre qui t'a touché. Alors d'abord, bravo pour le choix de Dors de son sommeil de brut et Madeleine avant l'aube. Ce sont deux très beaux livres de ton podcast. Alors, il y en a un qu'on aime toutes les deux, c'est Humus de Kaspar Koenig, bien sûr. Ça, on en a déjà parlé. C'est deux étudiants d'école d'agronomie qui expliquent qu'un retour à la nature est possible. Alors ça, c'est un beau livre qui fait comprendre des attitudes. Mais celui qui rapproche de la nature, moi, je suis une fan de Sylvain Tesson. J'aime beaucoup Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges notamment, où il a accompagné ce photographe animalier au Tibet, enfin dans une région proche du Tibet, et il a observé l'invisible. Et ce qui m'a vraiment, vraiment apporté quand j'ai lu ce livre et quand je lis les livres c'est qu'il y a un rapport aussi à l'animal. C'est-à-dire que il explique très bien comment on croit chercher des animaux pour les voir, mais les animaux, quand on se promène en forêt, ils nous observent. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite même personnellement au moment du Covid. On était réfugiés dans notre petit chalet et on était pratiquement les seuls. Les animaux cherchaient l'humain. Oui. Des animaux qui s'approchaient jamais du chalet venaient regarder. Ah, on en a trouvé deux. Oui. C'était très émouvant. Donc ça me rapproche beaucoup de la nature. Ce genre de roman me rapproche beaucoup de la nature. Et puis aussi, j'aime beaucoup l'art chinois. Il y a eu une exposition très belle au musée Rydberg il y a déjà 4 ans qui s'appelait L'art chinois à l'écoute du paysage. Alors, ce n'est pas vraiment un livre, mais je trouve que ils ont finalement, par tradition, poésie et peinture sont liés dans l'art chinois. Et je trouve que quand on regarde, on est dans un contexte finalement qui nourrit le goût, le rapprochement à la nature. Et les grands maîtres de l'art classique sont repris maintenant par les artistes contemporains, malgré la différence historique énorme. Et leur message, c'est de retrouver l'unité perdue entre l'homme et la nature. Oui. Donc ça me parle aussi, c'est pas mal. Oui. Très bien. J'ai lu La Panthère des Neiges, donc je ne manquerai pas de faire un podcast dessus. J'ai aussi beaucoup aimé. Oui. Et donc, dernière petite question. Si nous pouvions inviter quelqu'un au micro de ce podcast, qui aimerais-tu entendre? Quelqu'un de réaliste? Oui. Ou si c'est plus simple pour toi, quel sujet plutôt? De quoi pourrait-on parler? J'ai une idée, je pense qu'elle est réalisable, mais on a la chance à Zurich de quand même avoir l'école polytechnique. Il y a vraiment des spécialistes de l'écologie et qui sont, je crois, qui seraient assez accessibles. Alors là, on prendrait l'autre côté, c'est-à-dire on pourrait discuter avec un scientifique et voir son rapport à la littérature, parce qu'il en a sans doute un quand même. Oui. Et je trouve que ça serait intéressant. Très intéressant, en effet, de croiser. Oui. Et je pense que tu pourrais trouver des professeurs qui te donneraient enchantés comme ça... de parler en français. Voilà. Ouais. Et il y en a des francophones. Oui, sûrement, aussi, sans doute. Non, ça c'est très intéressant. De croiser, je pense que ça serait important de donner une nouvelle dimension. Merci beaucoup Laurence, ça m'a fait grandement plaisir. Oui, c'était très intéressant de parler avec toi. Comme toujours, on ne le fait pas avec les micros en général, on aime bien. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que cela vous a plu. Je rappelle que Laurence travaille notamment pour l'association Aux Arts, etc., qui est une petite équipe indépendante et essentiellement bénévole, dont le but est de promouvoir la culture francophone à Zurich, entre autres. Et je vous invite à aller jeter un œil sur leur site web et à participer à leurs événements
qui pour la plupart sont gratuits et qui proposent toujours des conférences, des activités, des ateliers très variés et très passionnants. N'oubliez pas également de vous abonner à Zephyr Podcast sur Instagram et sur Spotify, ou bien sûr de nous rejoindre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.